Nous sommes le 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre, journée pour se pencher évidemment sur les actions à mettre en œuvre pour la préserver. Alors sous l'impulsion de Joe Biden, les États-Unis reviennent donc dans la partie en leader avec ce sommet voulu par le nouveau président américain. Il réunit en visioconférence à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain 40 chefs d'État pour faire le point et surtout faire mieux et faire vite dans les 30 prochaines années. Brice Lalonde est notre invité ce matin. Brice Lalonde, c'est l'ancien ministre français de l'Environnement. Il répond à Mounia Bellarbi. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. C'est donc aujourd'hui la journée internationale de la Terre et à cette occasion et sur 2 jours a lieu un sommet virtuel sur le réchauffement climatique, un sommet organisé par Joe Biden, les Américains qui sont de retour dans ce combat. Dès son premier jour à la Maison-Blanche, le président américain avait acté le retour des États-Unis dans l'accord de Paris qu'avait quitté le président Trump 4 ans plus tôt. Alors quel est l'objectif de ce sommet virtuel aujourd'hui auquel participent une quarantaine de dirigeants ? Alors c'est un sommet d'abord, donc le simple fait que ce soit un sommet est très important. C'est pas comme dans la conférence qui aura lieu plus tard cette année à Glasgow, qui est la conférence des Nations Unies, où il y a 195 États, ça prend beaucoup de temps à négocier. Là, c'est un sommet. Donc, ce sont des chefs d'État. Et c'est important pour le changement climatique parce que les chefs d'État peuvent prendre des décisions qui dépassent la défense des intérêts de leur propre pays. Ils peuvent penser un peu aux générations futures et à la planète. Donc c'est très important qu'il y ait un sommet. Et je pense que de la part des États-Unis, c'est une bonne initiative d'avoir fait ça. Alors on le rappelle, l'objectif de l'accord de Paris conclu lors de la COP 21 en 2015, c'était de parvenir à limiter la montée des températures de la planète à 2 degrés Celsius par rapport au niveau antérieur à la révolution industrielle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut globalement faire un état des lieux ? Ça ne va pas si bien que ça, on pourrait dire. C'est-à-dire que d'un côté, les émissions de gaz qui sont responsables du changement climatique augmentent. Elles n'ont pas cessé d'augmenter. Et même la Covid a fait descendre de 7% les émissions, mais c'est remonté après, ou ça va remonter après. Donc on est inquiet. C'est ce qu'on appelle le rebond. Oui. Donc d'un côté, ça ne va pas très bien, mais de l'autre, il y a de plus en plus de pays qui ont pris des engagements forts d'arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Elles ne vont pas envoyer de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais c'est pour 2050. Et donc toute la question, notamment pour ce sommet, c'est est-ce que vous dites que vous allez faire ça en 2050, mais qu'est-ce que vous faites dès aujourd'hui, dès demain pour y arriver ? Oui. Donc voilà, c'est ça qui sera, à mon avis, au cœur de la discussion. Alors avant ce sommet virtuel d'aujourd'hui, John Kerry, qui est l'émissaire américain pour le climat, a fait une espèce de tournée de préparation diplomatique qui est notamment passée par l'Inde et la Chine. La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre en valeur absolue. La Chine, elle a un petit peu pris du galon pendant l'absence américaine de ces 4 dernières années dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, elle a des relations un peu tendues en ce moment avec les États-Unis sur d'autres dossiers. Alors, comment l'initiative américaine est accueillie en Chine ? Au moins, il a réussi à faire en sorte que le président Xi Jinping va participer. Ils vont se téléphoner, donc ils participent. Et c'était pas gagné. Sommet. C'était pas gagné. Et donc ça, c'est quand même un bon signe. Et ça veut dire que à la fois la Chine et les États-Unis pensent que lutter contre le changement climatique, c'est bon pour leur économie, c'est bon pour le pays. Et ça, c'est un changement très important d'attitude par rapport à ce que les États-Unis, surtout, et même la Chine, pensaient il y a 20 ans. Ils se disaient, oh là là, ça va nous coûter de l'argent, oh là là, c'est embêtant pour le développement. Maintenant, c'est le contraire. Oui. Il y a une espèce de course de vitesse entre les grands pays maintenant industriels pour être le premier, pour dire, ben voilà, moi je suis le premier pour l'énergie solaire, je suis le premier pour le nucléaire. Et ça, c'est très récent. C'est très récent, ce changement total de paradigme. Exactement. Et ça, c'est très important. Et à mon avis, ça, c'est l'élément déterminant. Et vous allez voir maintenant, je crois qu'il va y avoir un certain nombre d'inventions, un certain nombre de coalitions qui vont quand même beaucoup changer les choses. Et notamment, quand on regarde, je vous disais tout à l'heure, que les émissions augmentent, mais en réalité, pour les pays développés, elles ont plutôt diminué. Donc ça veut dire que on peut y arriver, mais il faut des coalitions, c'est ça le plus important. La grande difficulté des négociations, des COP comme on dit, c'est que ça divise la planète en 195 États, oui. Qui chacun font leurs choses. Il faut faire des choses ensemble. Et notamment, par exemple, il faut remplacer les centrales à charbon qui font de l'électricité. Il faut absolument que ce soit autre chose que du charbon. Alors, ça peut être du gaz, ou ça peut être du nucléaire, ou ça peut être des renouvelables. Mais ça, c'est très important parce que le charbon, c'est le pire pollueur. Oui.
Alors, vous dites que les grands pays peuvent y arriver. Qu'en est-il des pays en développement? Qu'en est-il du fameux fonds qui était justement destiné à les aider à y arriver? Alors, on n'est pas loin des 100 milliards, hein, mais c'est vrai que la question, je pense, la plus importante, et on n'avait pas assez négocié là-dessus, c'est que d'un côté, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique, mais d'un autre côté, le changement climatique, il est déjà là. Vous avez des tempêtes, vous avez des canicules, vous avez des inondations, et donc la question de l'adaptation au changement climatique devient extrêmement importante. Et urgente. Surtout et urgente absolument, surtout dans des pays en développement ou dans des pays africains qui sont touchés de plein fouet par les canicules ou le changement climatique, mais qui ne sont pas responsables des émissions qui viennent plutôt des pays qui se sont développés depuis longtemps. Donc là, il y a une question de justice. La justice climatique, c'est un des éléments les plus importants de la négociation. Alors, vous, Brice Lalonde, vous êtes un militant de la première heure de la cause, ex-ministre de l'Environnement. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous espérez des 2 prochaines réunions, donc de celle qui va démarrer aujourd'hui, ce sommet virtuel, et puis de la COP26 qui aura lieu à Glasgow en novembre prochain? Alors, figurez-vous qu'il reste encore des choses à négocier. Alors, allons bon. Paris, même de l'accord de Paris. Oui. Donc, cet accord de Paris disait, 5 ans après 2015, il va falloir faire, comment dirais-je, il faut mettre à jour les engagements, il faut les renforcer. Et donc, il faut que chaque pays arrive à Glasgow, et ça sera préparé pour les grandes puissances par le sommet. Il faut que chaque pays arrive avec des engagements renforcés. Oui. Ça, c'est l'accord de Paris. Et puis, évidemment, il faut aller au-delà. Et moi, je suis tout à fait passionné de voir arriver un certain nombre de nouvelles techniques qui n'existaient pas il y a 20 ans. Voilà. Maintenant, comme quoi, par exemple? Eh bien, la capture du CO2. Le CO2, c'est ce gaz, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, comme quand on est chic, on dit ça comme ça. Oui. C'est lui qui est responsable du changement climatique. Et maintenant, il va falloir interdire qu'on l'envoie dans l'air, C'est-à-dire que maintenant, il y a des entreprises qui capturent le CO2 d'une cimenterie, d'une raffinerie, d'une entreprise de métallurgie, etc. Ils le capturent, ils rendent ce service et puis ils le transportent par pipeline ou par bateau et ils vont l'enfouir sous la mer du Nord. Ça commence, si vous voulez. Oui. Et vous avez des pays comme l'Écosse, par exemple, ou tous les pays qui avaient du gaz et qui n'en ont plus, ils vont mettre le CO2 à la place là où il y avait du gaz, sous la mer, etc. Ça n'existait pas. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à envoyer du CO2 dans l'atmosphère. Et même, vous avez des entreprises qui commencent à le pomper, qui commencent à le sortir de l'atmosphère. Et avec ce CO2, on peut le mélanger avec de l'hydrogène. Et là, on a des nouveaux carburants pour les avions, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a un énorme progrès technique qui est en train d'arriver en ce moment. Et ça, c'est très prometteur. C'est excessivement prometteur, c'est encore un peu cher. Mais là, pour le coup, c'est une espèce de coalition entre des entreprises, des règlements et les États. Il faut absolument que les politiques aident ces nouvelles techniques à se diffuser. Brice Lalonde, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.